Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Maxime Trocmé. Je coordonne les travaux du Lab Recherche Environnement Vinci ParisTech pour Vinci. On est très heureux de vous accueillir à cette conférence « Adapter les villes aux extrêmes climatiques ». Nous sommes ensemble à Léonard Paris jusqu'à midi. Cette table ronde se tient dans le cadre d'une journée du festival Building Beyond, journée qui est dédiée au sujet « Explorer de nouvelles manières d'aménager ». Alors vous êtes très nombreux à nous suivre en ligne et justement, pour les internautes, vous pourrez nous poser vos questions via le chat, questions qui seront ensuite relayées par le modérateur, en l'occurrence moi, à la fin de la table ronde. Alors comme j'ai dit, vous êtes nombreux, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelques personnes qui ne connaissent pas le Lab Recherche Environnement. Il s'agit d'un partenariat de recherche entre Vinci et ParisTech, dont l'objectif est de réduire l'impact environnemental des bâtiments et des infrastructures. Et pour cela, on travaille avec 3 écoles d'ingénieurs, 2 qui sont d'ailleurs représentées aujourd'hui. L'école des mines, qui travaille sur les questions d'efficacité énergétique des bâtiments, en développant des outils de simulation qui sont utilisés par 2 à 3 000 bureaux d'études et cabinets d'architectes en France. L'école des ponts, qui travaille sur les questions de mobilité durable. Et enfin, Agro ParisTech, avec qui on regarde le sujet de la biodiversité, biodiversité étant sur les grands projets d'infrastructure que la biodiversité en ville, y compris la dimension agriculture urbaine. Alors, ce partenariat, il a aujourd'hui 12 ans, et en tout, on en est à une 50aine de projets de recherche qui ont été menés. Ces projets de recherche, ce sont très souvent des thèses de doctorat ou des post-doctorats. On a eu l'année dernière une évolution majeure dans le cadre de ce partenariat avec la création d'un programme dédié dont les sujets de recherche traitent des solutions environnementales qui sont développées par Vinci. Et tout naturellement, ce programme s'appelle Recherche et Solutions. Et je tiens à remercier Karim et l'équipe de Résilience pour faire partie des early adopters de ce programme. Donc on vous en dira peut-être un peu plus pendant cette conférence, et également lors des conférences à venir du Lab Recherche Environnement. Alors, aujourd'hui, on traite d'un sujet qui était, il y a encore quelques années, un sujet de prospective, mais qui prend maintenant, on peut dire malheureusement, une place importante à la fois dans l'actualité et dans nos vies. Il suffit de regarder ce qui s'est passé depuis 3 mois avec, bien sûr, vous en avez tous entendu parler, la sortie de ce rapport alarmant du GIEC, le dôme de chaleur à Vancouver avec des températures extrêmes de 50 degrés comparativement à des normales de saison de 21 pendant, je crois que c'était pendant 15 jours. La fameuse goutte froide en Allemagne avec ces inondations dramatiques, avec un bilan humain complètement dramatique, avec plus de 100 morts en Allemagne. Et puis, il suffit de regarder l'actualité. Hier, en regardant l'actualité, on se rend compte d'une étude de la ville de Paris, dont Justine pourra peut-être nous en dire un peu plus, qui estime qu'en 2030, on aura 20 jours de chaleur extrême par an, contre 14 aujourd'hui, et contre 7 en 1900. Donc on voit qu'il y a vraiment de nouveaux paramètres à intégrer quand on va concevoir des bâtiments, concevoir des quartiers, concevoir des villes. Et c'est justement le sujet d'aujourd'hui. Alors, ce sujet, on va le traiter avec un panel qui nous fait vraiment l'honneur de venir aujourd'hui nous présenter les différents travaux en lien avec cette thématique. On aura Bruno Peuportier, qui est directeur de recherche à l'École des mines de Paris et qui pilote le volet recherche du Lab Recherche Environnement. On a Erwan Persson, maître de conférence à Agro ParisTech, qui nous expliquera l'incidence de la végétalisation sur la température en ville. Et puis Karim Selouane, qui est le patron de Résilience, le bureau d'études de Vinci, qui est dédié aux questions de résilience. Mais d'abord, on voulait donner la parole à une ville, notamment la ville de Paris, à travers le témoignage de Justine Bichon, qui est chargée de mission à l'APC, l'Agence parisienne du climat, et qui pilote et coordonne le projet Adaptaville. Et donc, je vais lui laisser la parole pour nous présenter ses travaux.
Bonjour à tous. Et tout d'abord, merci beaucoup au Lab Recherche Environnement et au Festival Building Beyond de nous accueillir aujourd'hui. Je vais peut-être juste prendre le... Ouais, super. Hop. Donc, l'Agence parisienne du climat, on travaille effectivement énormément sur cette question d'adaptation des villes au changement climatique. Voilà. Je fais passer les slides. Et notamment sur la création d'une dynamique territoriale en fait, pour mettre en œuvre plus rapidement et plus concrètement ces notions qui étaient prospectives il y a quelques années, mais qui deviennent extrêmement importantes à mettre en place rapidement aujourd'hui, comme le montre d'ailleurs cette étude Paris face au changement climatique qui a été publiée mercredi et qui est assez révélatrice des enjeux qui incombent à ce territoire, qui sont particulièrement les inondations et les canicules auxquelles on est particulièrement vulnérable en tant qu'humain, mais aussi en tant que ville et aussi toutes les infrastructures, les réseaux, etc. On y reviendra plus tard. Mais donc peut-être pour se resituer, l'Agence parisienne du climat, on n'est pas la ville de Paris, on est une association qui a été créée en 2011 par la ville de Paris et qui a dans ses membres fondateurs la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, mais aussi des énergéticiens qui sont EDF et la compagnie de chauffage urbain, ainsi que l'ADEME et la Caisse des dépôts. Et on agit finalement auprès du grand public avec des événements pour sensibiliser les Parisiens à ces questions climatiques, l'animation de défis, mais aussi dans le conseil aux copropriétaires pour la rénovation du bâtiment. Et on a tout un panel aussi d'actions auprès des professionnels, notamment le soutien aux innovations, aux expérimentations du territoire, et la mobilisation des acteurs économiques, alors que ce soit des acteurs plus des énergéticiens, mais aussi les acteurs du sport, etc., à travers un grand nombre de projets qu'on mène. Et on travaille également au décryptage des politiques publiques et à la contribution de leur mise en œuvre, notamment avec, là en ce moment, la révision du plan local d'urbanisme, qui a pour ambition d'être un PLU bioclimatique, avec l'intégration assez forte d'un volet confort d'été qui nous intéresse particulièrement pour ces questions d'adaptation au changement climatique. Pour vous expliquer un peu comment on en est venu à travailler sur ces sujets, alors on a la chance de travailler étroitement avec la ville de Paris, qui est, on va le dire, assez pionnière quand même sur ces enjeux-là. En 2012, la ville de Paris a réalisé un premier diagnostic pour identifier les vulnérabilités et les robustesses du territoire face aux aléas climatiques et aussi à la raréfaction des ressources, qui a donc été mise à jour là très récemment et qui a entraîné en 2015 la publication d'une stratégie d'adaptation, une des premières en France, et dont les ambitions ont été relevées en 2018 avec un volet avec plus de 150 mesures dans le plan climat. Qui aussi nous rappelle que c'est un enjeu extrêmement transversal qui va toucher toutes les directions de la ville et qui mobilise des savoir-faire qui doivent un peu, ça chamboule un peu toutes les habitudes qu'on avait jusqu'alors, puisque on va ajouter de la végétalisation dans l'espace public, on va travailler également sur la présence de l'eau qui est renforcée sur l'espace public. Tous ces enjeux-là, on n'avait pas l'habitude de les prendre en compte et ça demande des nouvelles manières de réfléchir. Donc, notamment, on a été inclus au groupe de travail Rafraîchissement urbain qui a rassemblé toutes les directions de la ville pour justement travailler sur la multiplication des îlots de fraîcheur. L'objectif de la ville de Paris, c'est d'avoir des îlots de fraîcheur à moins de 7 minutes à pied pour tous les habitants. Un objectif qui a été atteint de jour, avec plus de 1200 îlots de fraîcheur, mais pas encore pour la nuit, alors que c'est un problème aussi en soirée et la nuit. On travaille également avec des événements, des publications sur ce sujet-là. Et en 2020, dans le cadre aussi, dans l'idée de casser un peu les barrières qui peuvent exister, on a animé un atelier de prospective avec les architectes des bâtiments de France, puisque là aussi, on s'est rendu compte que finalement, il y avait parfois des incompréhensions et un besoin de collaborer davantage, d'échanger sur ces sujets-là. Donc là, on a imaginé ce que pourraient être les bâtiments parisiens en 2050, sans aucune contrainte, on va dire, législative, juridique,
et avec l'œil et le dessin aussi des architectes. Et on s'est rendu compte que voilà, c'était possible de faire des choses à Paris tout en préservant la qualité patrimoniale et architecturale de la ville. Et on accompagne également des solutions assez concrètement, avec notamment donc il y a le projet de lisière de tierce forêt à Aubervilliers qui était la transformation d'un parking en îlot de fraîcheur avec la plantation de 70 arbres, matériaux perméables, des fosses aussi qui permettaient de recueillir l'eau et d'irriguer les arbres en période de stress hydrique, puisque ça va être aussi un problème. Et on accompagne aussi le développement de Fresh Eco Paver, qui est un matériau à base de coquillages recyclés et qui permet d'être drainant. Et voilà, on travaille avec différents acteurs à son développement. Et donc le point d'orgue, on va dire, de toutes ces actions, ça a été cette année le lancement d'Adaptaville, donc qui est une plateforme qui répertorie des solutions concrètes et opérationnelles d'adaptation au changement climatique. Donc on a élaboré avec une multitude d'acteurs et qui est aussi la porte d'entrée pour créer une dynamique, donc un réseau territorial pour partager les connaissances sur ce qu'on a mis en œuvre et ce qui pourrait être répliqué, alors adapté à chaque configuration, mais sur les différents territoires. On a souhaité travailler sur Adaptaville au niveau métropolitain, puisque donc Paris est pionnière avec, on a dit, énormément d'actions, des enjeux stratégiques qui sont intégrés dans plein de plans. Mais la question, elle ne s'arrête pas aux frontières de Paris. À Paris, dans la métropole du Grand Paris, il y a 73% de la population qui est soumise à l'effet d'îlot de chaleur urbain, donc ce dôme de chaleur dont on a parlé. Et notamment, en fait, l'Institut Paris Région a pointé les points noirs environnementaux. On se rend compte que dans le nord de la métropole du Grand Paris, le nord-est surtout, on a vraiment des carences en végétation avec cumulées à des phénomènes de suroccupation des logements, des ménages à plus bas revenus, qui ont finalement moins la capacité aussi à faire face quand ça va arriver à ces aléas climatiques. Et on part peut-être moins en vacances, on a moins la possibilité de s'échapper de la ville. Et donc voilà, donc il y a vraiment un enjeu sur tout le territoire et il y a 18% de plus de risques de surmortalité dans les territoires qui sont les moins arborés de la région, de la métropole du Grand Paris. Donc c'est une étude de Santé publique France qui est parue l'année dernière. Ça montre vraiment que cet enjeu, il est transversal sur toutes ces communes, ces villes qui sont extrêmement denses et pauvres en végétation. Et il y a également 125 communes qui sont concernées par un risque inondation dans la métropole du Grand Paris, avec des risques de crues qui vont être de l'ordre de 20 à 40% plus élevés. 40% pour les crues qui peuvent arriver une fois tous les 100 ans, donc la crue qui a eu lieu au siècle dernier. Et on estime que ce serait 30 milliards d'euros de dégâts avec une ville de Paris coupée en deux, impossible à traverser, un métro inutilisable pendant des mois. En fait, on n'imagine pas tout ce que ça pourrait engendrer et ça peut vraiment arriver. Voilà. Donc c'est aussi, je cite le Haut Conseil pour le climat qui a fait un rapport assez intéressant et aussi engagé, qui a été publié en juin dernier sur renforcer l'atténuation, engager l'adaptation avec cette recommandation d'agir à chaque échelon territorial et surtout de dépasser donc ce qu'on disait, agir en silo, c'est-à-dire que au sein de la ville, c'est vrai qu'il faut travailler entre différentes directions qui ont des compétences diverses, mais aussi avec différents acteurs. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'être là aujourd'hui avec des aménageurs, des promoteurs, les acteurs du bâtiment et d'autres territoires. Donc Adaptaville, donc c'est un projet dont on est assez content, qui a été publié, finalisé, qui a débuté en mai dernier, et donc qui a pour objectif donc on rassemble déjà une multitude de partenaires, donc la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, l'ADEME et Météo France avec qui on a l'habitude de travailler, mais aussi, et c'est nouveau, des ALEC, des agences locales de l'énergie du territoire, de pleines communes, de terre d'envol aussi, et du coup des promoteurs, ICAD, Altarea,
l'Observatoire de l'immobilier durable, des assistances à maîtrise d'ouvrage et l'Urban Lab, qui est un incubateur au sein de la ville de Paris pour expérimenter des nouvelles solutions, qui sont d'ailleurs aussi pour la plupart répertoriées sur Adaptaville. Et donc, qui a pour objectif, en fait, de partager des bonnes pratiques, d'inspirer les politiques publiques pour faciliter la réplication de ces innovations. Parce qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on ne savait pas ce que faisait le voisin. Souvent, il y a un réel manque de partage de connaissances. Et pourtant, les enjeux, ils sont de plus en plus prégnants et il y a de plus en plus de demandes aussi de savoir ce qui se fait ailleurs, quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées, voilà, sur tel ou tel projet. Donc, c'est aussi une plateforme qui est assez pédagogique, puisqu'on peut accéder à ces solutions, donc des fiches techniques, par aléas climatiques, mais aussi par type d'action, qui sont bien connus, végétaliser, mettre en place des ombrières, travailler sur des nouveaux matériaux, etc. Et on accède aussi à une carte qui géolocalise ces solutions-là. Donc on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ont été faites sur le territoire. On a à peu près 40 fiches actions, avec à chaque fois, on rappelle les enjeux d'adaptation pour chaque solution. Mais aussi, on essaye d'approfondir un peu, de montrer qu'est-ce qui a été complexe à mettre en œuvre, quels ont été, je le disais, les freins rencontrés, et aussi d'aborder la question du coût, puisque l'adaptation, ça peut coûter cher. Mais après, le gain en termes de santé publique et tout, il est absolument évident, même en termes de valorisation du patrimoine immobilier et de aussi pouvoir garder les habitants en ville. Et on partage les retours utilisateurs. Voilà, donc c'est un travail de longue haleine et de veille. Et donc on a tout un panel d'actions. Donc là, c'est une petite illustration qui rassemble quelques solutions. Alors c'est pas exhaustif, mais donc il y a bien sûr des programmes qui vont plus être pour les collectivités, avec le programme des cours Oasis à Paris, mais également des solutions qui peuvent se mettre en place sur les bâtiments, comme par exemple des stockages d'eau de pluie sur les façades, mais également bien sûr les toitures végétalisées. Et on voit qu'il faut aller plus loin que seulement mettre du sébum sur les toitures végétalisées, mais vraiment plus de biodiversité, etc. Et pour aussi réguler les eaux pluviales, puisque c'est un réel problème à Paris. Chaque année, les réseaux d'eau sont saturés et on rejette l'eau qui est dans les égouts dans la Seine, et donc ça contribue à polluer la ville. Voilà. Des pavés également, donc évaporatifs, rafraîchissants, des brumisateurs. Renforcer la place de l'eau, c'est vraiment un enjeu. La désimperméabilisation aussi des sols, et puis d'autres solutions qui sont assez intrigante aussi, comme cette moustiquaire rafraîchissante qui se base avec l'effet Venturi, et du coup qui permet de rafraîchir les intérieurs quand on en pose beaucoup, qui peut être intéressante dans les hôpitaux, puisque le changement climatique, c'est aussi l'augmentation de risques sanitaires, notamment dû à la prolifération du moustique tigre, qui, s'il rencontre des personnes atteintes du chikungunya, de la dengue dans les hôpitaux, eh bien, il est déjà présent en Île-de-France, et là, ça pourrait aussi créer d'autres maladies qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Et on a vu que les enjeux sanitaires sont pas à négliger. Donc aujourd'hui, on a plus de 10 000 visiteurs sur cette plateforme de toute la France. Donc on est plus large que seulement les acteurs qu'on ciblait à l'origine, qui étaient de la métropole du Grand Paris, puisque ces questions, finalement, on se les pose dans toutes les villes. Et parmi un bon nombre d'acteurs, on essaye d'animer cette plateforme avec des articles, des newsletters. Donc, on a parlé de la Paris face au changement climatique. Donc, vous pourrez voir aussi ce qu'on en dit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui était prévu pour 2050 est plutôt prévu pour 2030, avec voilà, c'est pour ça, c'est la décennie décisive, c'est le leitmotiv du festival, mais vraiment, en fait, il faut agir maintenant, c'est essentiel, sinon, voilà, ça pourrait être assez problématique pour les habitants, et l'enjeu, c'est le bien-être des habitants.
et la résilience de toutes ces villes. On est également partenaire du Centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique, qui est un projet du ministère mené aussi par le CEREMA et qui est une plateforme que je vous encourage à aller visiter, qui répertorie énormément de méthodologies sur l'adaptation au changement climatique. Et on organise des visites de sites et des rencontres avec cet objectif d'animer et vraiment de créer une cohésion sur ces sujets-là. D'ailleurs, il y a une prochaine visite le 5 octobre prochain de cette expérimentation lisière de tierces forêts dont je vous parlais. Et je vous invite à vous abonner à la newsletter, puisque c'est aussi par cet intermédiaire qu'on propose les visites de sites et les événements. Et dans le cadre aussi, avec l'objectif d'identifier de plus en plus de solutions, à partir de mardi prochain, on lance un appel à candidature. Donc, si vous êtes un porteur de solutions, si dans le cadre de vos projets, vous avez déjà expérimenté des choses qui, vous pensez, peuvent intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à candidater. Ça va durer 1 mois. Et l'objectif, c'est d'élargir un peu notre champ de solutions, avec notamment pour ambition d'identifier des ombrières, des projets d'ombrières, etc., puisque c'est notamment un volet sur lequel la ville de Paris veut agir, puisqu'on peut planter des arbres, mais pas partout, en ville notamment, et donc il y a d'autres solutions qui existent, voilà. Et sur le bâtiment aussi, je pense que là, l'audience du coup est assez experte des sujets, et on recherche aussi d'autres retours d'utilisateurs. Merci beaucoup, j'ai fini. Merci beaucoup. Je vous rappelle pour ceux qui sont en ligne que vous pouvez poser des questions qu'on relaiera en fin de table ronde. J'indique également aux personnes qui sont dans la salle que si elles le souhaitent, elles pourront également venir poser des questions au micro qui se situe en bas des marches. Merci beaucoup Justine, c'était vraiment passionnant. Et on voit que c'est un sujet qui va mobiliser un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs qui ont l'habitude de travailler entre eux. Et on va le voir en action avec des gens qui ont l'habitude de travailler entre eux, mais quand même, on voit que entre les chercheurs du lab qui travaillent sur différentes disciplines à la base, maintenant on voit qu'il y a une certaine forme de convergence, et on va voir ça à travers la présentation d'Erwan puis celle de Bruno. Erwan qui travaille sur l'estimation de l'impact positif de la végétalisation sur l'îlot de chaleur urbain, et Bruno qui lui va pouvoir utiliser ces données pour évaluer la performance énergétique d'un bâtiment, en particulier le confort d'été. Donc Erwan, c'est à toi. Donc, bonjour à tous. Déjà, je vais me présenter pour dire quel est mon boulot, en fait. Le boulot d'un chercheur, c'est plutôt de quantifier que de qualifier. Il y a une petite différence entre les deux. Quand on qualifie, on dit c'est plus, mais on ne sait pas de combien c'est plus ou c'est moins. Et le boulot de chercheur, il est de quantifier le mieux qu'il peut ou de produire des outils qui permettent de quantifier. Et c'est ce que je vais vous présenter, un peu les travaux qu'on mène à plusieurs dans notre équipe et en partenariat avec d'autres laboratoires. Et donc, avant que je passe des diapos, je pense que quand on parle d'îlot de chaleur urbain, il faut imaginer qu'un îlot de chaleur urbain, c'est comme un dôme dont on a parlé cet été, un dôme de chaleur qui fait qu'au-dessus de la ville, sur plusieurs centaines de mètres, la ville est un peu plus chaude que les alentours. Et les alentours, c'est à 15 km au-delà de la ville. D'un coup, ça se refroidit un peu plus. Donc, le dôme îlot de chaleur urbain, il fait 100 à 1 km de haut en atmosphère. Et dedans, c'est un peu plus chaud que plus loin, que les milieux ruraux. Donc, faut imaginer la situation que la ville, elle contribue à réchauffer son propre environnement. Donc, on travaille sur les effets qu'il peut y avoir de végétaliser une ville un petit peu ou massivement et comment ça va réduire ce fameux îlot de chaleur pour lequel, en fait, toutes les villes auront, quoi qu'il se passe, une forme d'îlot de chaleur parce que la ville, c'est un milieu artificialisé. Et il y a du chauffage en hiver et il y a
une partie des logements qui ont des climatiseurs. Et quand on a un climatiseur, ça refroidit l'intérieur, mais ça réchauffe l'extérieur. Donc, mécaniquement, comme il y a une population, il y a une activité énergivore, il y aura toujours un peu plus d'énergie autour du dôme de chaleur, autour du fameux dôme dont j'ai parlé. Alors, c'est pas le même dôme que le dôme dont on a parlé. Et donc, la végétalisation devrait pouvoir contribuer au fait de réduire l'intensité de cet îlot de chaleur urbain. Alors, vous avez elle n'est pas forcément ultra bien choisie parce que c'est la ville de Nancy et on n'est pas en plein été, on est au mois de février à 6 heures le matin. Ok, donc c'est pas très parlant, mais n'empêche qu'à l'intérieur d'une ville, si vous suivez le petit chemin, alors peut-être qu'il y en a qui voient plus ou moins bien, hein, il y a eu des mesures qui ont été faites, donc ça c'est mon boulot de quantifier. Il y a une voiture instrumentée avec des capteurs de température qui ont fait des mesures à 2 mètres ou 2 mètres 50 de haut et qui ont circulé le plus vite possible, mais quand même suffisamment pour faire des mesures toutes les 3 minutes. Et si vous regardez le chemin parcouru par la voiture, eh ben vous voyez des couleurs vertes qui font que sur le trajet fait par la voiture, quand on est dans la couleur verte, on est à 6-7 degrés. Et quand vous voyez le chemin de la voiture avec des couleurs rouges, vous êtes à une douzaine de degrés, 12-13 degrés. Donc l'écart de température d'une voiture qui circule en un quart d'heure, une demi-heure sur ce chemin-là, eh ben, il passe de 6 degrés, 6-7 degrés pour les plus froids parcours, à 12-13 degrés. Donc ça, on a quantifié d'une certaine façon, à l'intérieur de la ville, une hétérogénéité des températures. Donc quand on parle d'un dôme de chaleur, il y aura forcément un dôme. Mais par contre, à l'intérieur du dôme, il y a des zones, c'est pour justifier que la végétalisation, elle a un effet. Si vous regardez là où c'est vert, ben là où c'est vert, c'est à chaque fois quand vous voyez sur la photo aérienne, ben c'est là où il y a de la végétation. Donc, ma collègue qui disait que la végétalisation contribue à un îlot de fraîcheur, en fait, c'est un îlot de fraîcheur à l'intérieur d'un îlot de chaleur. Et idéalement, je parle bien d'un idéal, si tout était tout vert, eh ben, il y aurait peut-être un îlot de chaleur urbain, mais pas très fort. Du fait que ben, si tout est plus vert, eh ben, tout est un peu plus froid. On réussit à refroidir. Et l'écart de température, il est entre les zones chaudes et les zones froides, à l'intérieur de la ville, ça peut atteindre des ordres de grandeur de 5, 6, 7 degrés à 2 mètres de haut. Mais à 2 mètres de haut, c'est pas les fameux 100 ou 200 mètres au-dessus, qui eux sont quelque chose de très, très lourd, sur lesquels, pour modifier les choses, c'est assez compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour évaluer ça, alors les mesures, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, pour voir ce qui se passe au-dessus de la ville, et une contribution plus massive qu'aurait une multitude d'îlots de fraîcheur, eh ben, en fait, il faudrait mettre des capteurs à 15 mètres au-dessus de tous les bâtiments, voire 100 mètres de haut. Donc ça, c'est compliqué. Alors pour ça, l'équipe de chercheurs avec qui je travaille, eh ben, en fait, on essaye parfois de faire des mesures, mais la première chose qu'on a en tête, c'est plutôt de faire des modèles. Parce que les modèles, ça permet une fois que le modèle est plutôt pas mauvais, eh ben, de dire voilà ce qui va se passer et on n'a pas besoin de multiplier les mesures. Donc je vais juste vous expliquer ce qu'on fait de manière relativement simple pour essayer de dépasser et de voir quels sont les effets de la végétation en ville. Et pour ça, on représente la ville. Alors, je ne vais pas parler de la ville, là. On simplifie la ville en une multitude de petits quartiers. Et les petits quartiers, c'est une ville qui est la partie town. Alors, désolé, il y a un peu d'anglais parce que on a souvent l'habitude de parler en anglais dans notre giron de chercheurs. Donc, il y a 3 entités différentes. L'échelle de la ville, ou plutôt du quartier. Je vais plutôt modifier town en quartier. Il y a l'intérieur, il y a la zone canyon, qu'on appelle dans notre jargon à nous, le canyon urbain, c'est-à-dire la zone entre les 2 murs. Et entre les 2 murs, eh bien, évidemment, il y a la partie végétation et la partie artificielle où il peut y avoir des voitures, mais c'est pas nécessaire qu'il y ait des voitures.
avec une description simple d'un quartier, en imaginant que les quartiers sont relativement homogènes à l'intérieur du quartier. On peut définir la morphologie moyenne d'un petit quartier. Ça, c'est une hauteur moyenne de bâti, une largeur moyenne de bâti, et puis on peut faire varier avec un modèle ou voir ce qui se passe en réalité, quelle est la proportion de végétation au sol et quelle est la proportion de végétation sur les toits, puisqu'il y a une forme de dynamique à mettre à végétaliser un peu plus les surfaces artificialisées sur les toits, sur le sol, et une des images précédentes montrait même de la végétalisation sur les murs. Donc pour nous, mon boulot, c'est de dire, on fait un peu de mesure quand on peut pour voir si l'écart c'est 1 degré ou 5 degrés. Il y a des situations où ça peut aller jusque 5, mais on va essayer de construire des modèles, et c'est ce que j'essaye de faire par le biais du lab environnement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Comment est-ce qu'on fait? Eh ben, on a une approche simplifiée d'un quartier en faisant tout un paquet de petits calculs. Je marque, c'est un schéma relativement complexe parce que il est probable que mon collègue de Résalliance parle d'autres modèles qui, eux, sont d'un niveau de complexité encore supérieur à cette illustration-là. Mais globalement, si vous voyez les parties vertes, c'est la description de la végétation à l'intérieur d'un petit quartier. Et on peut, chacun des petits zigouigouis, là, je ne sais pas comment appeler ça, en fait, c'est un schéma résistif pour les spécialistes, mais globalement, eh ben, on peut le caractériser par un type de végétation, une végétation de telle ou telle hauteur, avec des stomates, en tout cas des plantes de tel ou tel type qui réagissent face à la chaleur, l'humidité présente, etc. On fait ça et on intègre ce qui se passe à l'intérieur de ce fameux canyon. Et ce qu'on trouve, alors on collabore avec les gens du de Météo France, en tout cas du laboratoire Météo France, le CNRM, et on a inclus les éléments relatifs à ce qu'on sait, nous, plutôt bien faire sur les plantes. Le modèle en question s'appelle Surfat. Ça, c'est vraiment du détail. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces modèles? À caractériser. Alors, il y a les ronds rouges, là, les 2 ronds rouges, c'est la différence. On cherche à caractériser quelle va être la température à l'intérieur du canyon. C'est la température dans laquelle on circule et la température qui est près de la végétation. Mais on peut faire la même chose sur chacun des points de la grille. Tous les petits zigouigouis, on peut les caractériser et donner une information. Quelle est l'humidité à chacun des points, quelle est la température. Et l'idée derrière ce qu'on est en train de faire, c'est de dépasser les aspects microclimatiques, mais de voir les questions de pollution atmosphérique. Alors, ma spécificité personnelle, c'est d'avoir une dimension microclimatique, quel est le microclimat à l'intérieur d'un quartier et sur les toits, etc. Mais de dire, en plus de ça, mon laboratoire travaille aussi sur la pollution de l'air. Et en général, ça c'est la malchance, des fois on est chanceux dans certains choix, c'est que souvent quand il fait un peu trop chaud, quand il y a des canicules, en général ça s'accompagne d'épisodes de pollution atmosphérique. Et donc la végétation peut contribuer à un effet positif et on essaye de quantifier l'effet positif que peut avoir une végétation en étant un des absorbants. Je vais dire ça, c'est un mot un peu bizarre, c'est d'absorber la pollution. Alors pas toutes les pollutions, hein, mais certains composés dans l'air peuvent être en partie réduits du fait qu'il y ait une végétation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas encore allé au bout du modèle parce que c'est un peu long. Pour valider ce fameux modèle, eh ben, on fait des mesures. Alors là, on n'est plus à Nancy, on n'est plus à Paris, on est à Strasbourg. Donc, on a caractérisé le quartier jaune représenté sur le diaporama. Et le quartier jaune, on a les caractéristiques des arbres, la hauteur des arbres, la quantité de pelouse, etc. Et la quantité de bâtis, la hauteur des bâtis, etc. Et ça, c'est on va dire que c'était un quartier qu'on a choisi parce qu'il était relativement homogène dans sa morphologie et avec une végétalisation qui était plutôt relativement intermédiaire. Donc, on est en train de faire ça. On a fait les mesures il y a un certain temps. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de valider, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, on est en train de valider les sorties du modèle par rapport aux mesures qu'on a faites. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien. On a, sans rentrer dans le détail, si vous regardez les courbes, sur l'axe des X, c'est les mesures qui sont faites, et sur l'axe des Y, pour les scientifiques, ça va leur parler, c'est les observations. Et si vous regardez entre
Entre les observations et les mesures, il y a un panache, c'est pas des points, tout n'est pas aligné, mais globalement, quand on mesure quelque chose, on est aussi capable de le modéliser. Donc on est au bout du chemin d'être capable de représenter ce qui se passe à l'intérieur d'un canyon urbain pour un quartier homogène. Alors, je vais essayer d'aller en arrière, voilà. Bon, on a fait ça. Imaginons que notre modèle, il marche et on est au bout là, d'avoir un modèle qui fonctionne. Notre idée de chercheur, c'est de dire, c'est sympa de savoir ce qui se passe à l'échelle d'un quartier, mais je vous ai parlé au début de l'îlot de chaleur urbain. Et donc, on va s'intéresser à la ville avec une plus grande échelle. Et là, on est en train de démarrer, alors que ce que je vous ai décrit à l'échelle du quartier, c'est en train de se finir. Le fameux modèle avec des résistances, ça, on est en train de montrer que ça marche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est décrire la ville en essayant de voir la multitude des quartiers homogènes. Alors, je dis homogène, c'est jamais vrai. Eh ben, on va être capable de les représenter. On va voir ce que chacun des quartiers, comment ils contribuent et comment ça s'échange l'îlot de chaleur d'un petit quartier, comment ça interagit avec le quartier voisin. Ça, c'est la première étape qu'on va faire en mettant bout à bout nos fameux petits pixels de quartier. Donc, on va voir ça à l'échelle de la ville en essayant de voir, on va faire X quartiers en fonction de la taille de la ville. Et puis, on va se dire, d'accord, mais à côté de la ville, on va se dire, dans les villes en France, mais ailleurs aussi, dans les pays en voie de développement, il y a un étalement urbain qui est massif. Il va falloir voir comment l'étalement urbain dans certains pays sont en train de changer l'îlot de chaleur urbain de la fameuse ville. Donc, on va être capable de multiplier les quartiers et de faire des projections pour voir qu'est-ce qui se passe si l'étalement urbain est de telle ou telle façon. Est-ce qu'il est dense, pas dense, est-ce qu'il y a de la végétation ou pas? Et ça va contribuer à ce qu'on connaît sur le fameux îlot de chaleur urbain qui est de très grande ampleur. Alors, hop. Et puis, évidemment, on va se dire, ça c'est l'idée qu'on a, c'est de dire, en fait, on va voir ce qui se passe à beaucoup plus grande échelle. Et donc, ma spécialité, c'est plutôt la partie végétation, c'est de coupler ce que je viens de vous décrire à l'échelle de la ville, en disant, en vrai, il faut aussi tenir compte de ce qui se passe en dehors de la ville, dans la périphérie qui est beaucoup plus rurale ou qui est beaucoup plus naturelle. Et là, on est en train d'avoir en projet, c'est une thèse qu'on est en train de concevoir, de démarrer, on est en train d'essayer de connecter les espaces naturels et ruraux avec le fonctionnement de la ville dans sa dimension microclimatique. Alors là, c'est d'autres modèles, c'est des modèles qui spatialisent l'ensemble d'un grand territoire. On travaille désormais de plus en plus à l'échelle de la région. Et évidemment, dans ma tête de spécialiste plutôt des plantes, eh bien, ce qui va nous intéresser, c'est autant ce qui se passe à l'intérieur de la ville que ce qui se passe à l'extérieur de la ville. Et à l'extérieur de la ville, quand il fait 1 degré, 2 degrés, 3 degrés plus chaud à cause du transport de la chaleur vers les zones périphériques de la ville, eh bien, la végétation, elle a des conséquences. En termes de production, qu'il fasse 2 degrés plus chaud, ça peut avoir des effets très positifs. Alors, les gens qui font des tests de faire pousser de la vigne autour de Rennes, je pense que c'est pas une vue de l'esprit. Désormais, on peut faire pousser des plantes autour de Rennes, des plantes de la vigne plutôt, et ça marche parce qu'il fait un peu plus chaud du fait de la ville. Bon, ça c'est bien, mais il peut y avoir aussi des dégâts parce que s'il se met à faire 3 degrés de plus, à une période où les plantes n'ont pas envie d'avoir ces 3 degrés de plus, ça va faire baisser les productions. Avec l'idée en plus, derrière, c'est que dans ce processus-là, il peut y avoir de la pollution. Et juste un mot sur les effets pollution. À titre d'exemple, en France, du fait de l'ozone, dont les villes est quand même pas mal responsable de la quantité d'ozone dans l'air, des pics d'ozone que nous subissons en période caniculaire, l'ordre de grandeur, quand il y a un peu trop de pics d'ozone pour certaines années, les pertes de rendement à l'échelle de la France, c'est moins 10%. Donc, moins 10% en production. Eh ben, imaginez l'agriculteur et les gens qui vont se nourrir avec, au moins l'agriculteur, s'il a 10% de moins dans ses rendements, c'est 10% de son salaire en moins. Ben, ça, c'est pas si négligeable que ça. Alors, il l'a intégré, en fait, ils s'en rendent même plus compte qu'ils perdent 10% tout le temps. Mais globalement, on peut travailler sur les interactions entre les milieux ruraux
et les milieux naturels, la biodiversité subit ces 2 degrés plus cette pollution. Et ben, on est en train d'essayer d'aborder ces questions-là de transect entre ville et nature, qui sont de plein de nature, où on peut travailler beaucoup de questions d'environnement. Je crois que j'ai terminé mes diapos. Hop là, non. J'en avais une de plus, mais c'est juste un commentaire, c'est pour mieux comprendre les interactions. C'est ma conclusion. On essaye d'aborder les questions plus larges pour voir les transects ville-nature. J'ai aucune idée du temps. Merci beaucoup. C'était très clair avec les zigouigouis. On a compris qu'on additionnait des zigouigouis et qu'à la fin, on additionnait des additions de zigouigouis. Exactement. C'était à peu près ça. Bruno, comment tu prends en compte tout ça dans le bâtiment? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, dans notre équipe, on va s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments, et c'est important parce que c'est là où on passe 80 ou 90% de notre temps. Donc comment ces microclimats et ces changements climatiques vont affecter ce qui se passe à l'intérieur. Je vais présenter un exemple de projet qui est actuellement financé par l'ADEME et qui justement a pour but d'évaluer le comportement de différents bâtiments face à ces phénomènes de canicule. Donc, on part des données de prospective, puisqu'on s'intéresse à ce qui va se passer à l'horizon 2050 ou 2100. Et donc, c'est le GIEC, donc le groupe international d'experts sur le changement climatique, qui nous fixe un peu les données de base sur ces scénarios de prospective. Et à partir de là, on essaye de voir comment les bâtiments vont supporter ce réchauffement, et à la fois donc, dans les bâtiments existants, dans les constructions neuves, et quelles mesures d'adaptation on peut mettre en œuvre pour combattre ce réchauffement climatique. Donc, par exemple, quel niveau d'isolation il va falloir? Est-ce que les isolants biosourcés sont intéressants? Est-ce qu'il faut mettre d'autres dispositifs, changer les fenêtres, etc. On va parler aussi d'inertie thermique, qui permet de garder la fraîcheur si on a pu rafraîchir un petit peu la nuit le bâtiment. Éventuellement de zonage thermique. Est-ce qu'on peut ménager une zone plus fraîche à l'intérieur du bâtiment, un peu comme les îlots de fraîcheur à l'échelle de la ville? Est-ce qu'on va se satisfaire de brasseurs d'air, de ventilateurs, donc pour éviter une climatisation, ou est-ce qu'il faudra climatiser et à ce moment-là peut-être utiliser des systèmes photovoltaïques pour ne pas trop consommer d'électricité du réseau? Alors pour ça, on a un partenaire, donc Météo France, qui à partir des projections très globales planétaires du GIEC, va par des systèmes qu'on appelle de descente d'échelle, produire des données plus locales. Et on a étudié dans ce projet, par exemple, Paris et Nîmes pour avoir un peu de climat contrasté, et avec et sans îlots de chaleur. Donc c'est les modèles qu'a décrit Erwan qui permettent à ce moment-là de préciser des conditions plus locales à l'intérieur d'une ville. Donc on a pris 2 dates, 2050 et puis la fin du siècle, et puis 2 niveaux de sévérité des canicules, puisque ces scénarios sont assez probabilistes en fait, et donc on a des probabilités et on peut choisir un scénario médian ou un scénario extrême. Donc pour vous donner un petit peu une idée, entre Nîmes et Paris, donc d'une année type, qui est donc le résultat de ces modèles climatiques, donc avec des pointes de température plus élevées, par exemple, que la canicule de 2003. Alors, on a aussi considéré un échantillon de bâtiments avec des logements, des bureaux, des écoles. Bon, là, aujourd'hui, je vais vous parler de logements de différentes époques. Il y a des bâtiments haussmanniens, des HLM des années 60, des résidences basse consommation plus récentes, jusqu'aux maisons à énergie positive. Et on a étudié une liste de mesures d'adaptation, donc isolation, inertie, vitrage et leur protection, végétalisation, etc., pour ce qui concerne l'enveloppe, la ventilation naturelle. Et puis, pour des mesures actives où on consomme de l'énergie, donc
par des ventilateurs, les brasseurs d'air, les puits climatiques qui consistent à faire passer de l'air dans le sol pour le rafraîchir, rafraîchissement évaporatif ou climatisation. Et l'indicateur de confort qu'on a considéré, c'est celui de la réglementation. En fait, c'est un nombre de degrés-heure d'inconfort, c'est-à-dire qui va intégrer à la fois la température, mais aussi la durée de ces surchauffes. Si on a 1 degré de trop pendant 3 heures, eh bien, ça nous fera 3 degrés-heure de surchauffe. Et on prend en compte aussi ce qu'on appelle le confort adaptatif, c'est-à-dire la température où on se sent confortable va évoluer en fonction de la température des jours précédents, c'est-à-dire que le corps humain s'habitue à la chaleur, et s'il a fait 30 degrés pendant les jours précédents, eh bien, on va pouvoir supporter une température plus importante. Alors, on a utilisé la simulation puisque on ne sait pas mesurer ce qui va se passer dans les bâtiments en 2050, voilà. Mais c'est de la simulation qui a été validée, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de mesures dans des bâtiments existants ou en laboratoire et on a comparé la simulation. Donc, ce n'est pas simplement un calcul de type réglementaire, c'est des outils plus précis. Donc, on commence par faire une maquette numérique des différents bâtiments que l'on étudie et on regarde par simulation quelle va être la température maximale ou les nombres de degrés-heure d'inconfort pour ces bâtiments. Ici, c'est un exemple aussi pour la canicule de 2003 qui, là, est réelle, on a les mesures, donc on peut aussi dire ce qui va se passer. Un des premiers aspects qu'on a constaté, donc, c'est l'importance des comportements. C'est-à-dire qu'entre une personne qui ferme bien ses stores ou ses volets pendant la journée pour se protéger du soleil et qui ouvre les fenêtres la nuit pour laisser la fraîcheur rentrer, et puis une autre personne qui ne fait rien du tout de ce type-là, eh bien, il y a une énorme différence à la fois en termes d'inconfort. Il peut y avoir 8 fois plus de degrés-heure d'inconfort si on ne fait rien dans son logement, et puis des températures qui deviennent vraiment insupportables avec 40 degrés à l'intérieur, alors qu'on peut s'en sortir avec un ventilateur si on manie bien ses stores et ses fenêtres. Alors ensuite, on s'est demandé si les maisons anciennes de nos villages, elles allaient pouvoir supporter ces canicules grâce à leurs murs en pierre épais, et puis aussi au fait qu'elles soient construites souvent à même le sol, sans vide sanitaire, donc avec un échange avec l'inertie du sol qui sera bénéfique, et puis jusqu'à 1 mètre d'épaisseur. Et donc, on voit qu'effectivement, on peut supporter beaucoup plus facilement les canicules si on a la chance d'habiter une vieille maison très ancienne et avec des murs épais. Voilà. Mais évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, si on n'a pas cette chance-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Il va falloir donc isoler un bâtiment pour se protéger du chaud. En fait, c'est une idée préconçue. Des fois, les gens disent l'isolation, c'est bien pour l'hiver, ça va faire baisser les besoins de chauffage, mais alors l'été, c'est une catastrophe, il ne faut surtout pas mettre d'isolant. En fait, ce n'est pas vrai. L'isolation, elle nous protège aussi des canicules. Et donc, cet effet de protection, il est plus marqué si on met l'isolant à l'extérieur du mur, parce que comme ça, on a l'inertie du mur qui est à l'intérieur et qu'on peut rafraîchir un petit peu la nuit et qui va permettre de garder la fraîcheur. Donc ça va être aussi quelque chose d'important, la position de l'isolant et l'inertie thermique. Alors, est-ce que la végétalisation va suffire à résoudre notre problème? En fait, malheureusement pas. C'est-à-dire que si on ne fait que végétaliser, on va réduire, bien sûr, le nombre de degrés-heure, mais pas suffisamment. Et moins que si on isole le bâtiment. Alors après, on peut faire les deux. Et donc, si on fait les deux, mettons avec 10 cm d'isolant plus de la végétalisation, eh bien, on peut réduire, par exemple, d'un facteur 2 dans ce cas-là, le nombre de degrés-heure d'inconfort. Par contre, on n'a pas constaté de réduction de température maximale. C'est-à-dire que la végétalisation, elle va avoir une protection, mais pas dans les épisodes les plus extrêmes. Alors, les matériaux biosourcés, donc c'est une mode, bien sûr, et c'est bien parce que en analyse de cycle de vie sur les impacts environnementaux, c'est intéressant.
Il faut cependant faire attention aussi au confort. Il y a une mode actuelle de construire tout en bois. Eh bien, si vous construisez tout en bois avec que du bois, c'est un matériau assez léger qui n'a pas d'inertie thermique, donc qui ne pourra pas stocker et garder la fraîcheur de la nuit sur le lendemain. Et donc, quand on fait des simulations, on s'aperçoit qu'il peut y avoir plusieurs degrés de plus quand on construit tout en bois par rapport à une maison ou un logement plus inerte. Donc, il faut faire un petit peu attention. Peut-être une solution, c'est de compléter le bois avec de l'inertie. Il y en a qui mettent de la terre crue, d'autres qui mettent aussi du béton. Enfin voilà, chacun met ce qu'il veut, mais en tout cas, il ne faut vraiment pas construire uniquement tout en bois. Alors après, il y a les isolants biosourcés. Alors là aussi, il ne faut pas croire tout ce que disent les plaquettes publicitaires. C'est-à-dire que même si la laine de bois est 2 fois plus lourde que d'autres isolants, c'est pas ça qui va permettre d'avoir une inertie thermique suffisante. 2 fois quasiment 0, malheureusement, ça reste quasiment 0. Donc, ne lisons pas trop les plaquettes. La laine de bois a d'autres avantages indéniables. C'est pas la peine d'inventer des faux arguments pour la promouvoir. Et c'est aussi pareil pour les bétons de chanvre, les bétons de bois. L'idée est généreuse. Certains architectes disent on va mélanger l'inertie et de l'isolation, et comme ça, on aura les 2 qualités à la fois. Malheureusement, ça ne marche pas du tout comme ça, parce que le béton de chanvre ou de bois, c'est un mauvais isolant, et c'est aussi un mauvais matériau inerte. C'est-à-dire que la chaleur, comme il est un peu isolant, elle ne va pas passer à l'intérieur, et donc on n'aura pas ce phénomène d'inertie, et en simulation, on retrouve le résultat. C'est un peu meilleur que le bois très léger, bien sûr, mais ce n'est pas terrible, hein. Et donc, ne mélangeons pas. Si on veut utiliser de la terre et du chanvre, c'est très bien, mais il vaut mieux séparer les deux, mettre la terre à l'intérieur, le chanvre à l'extérieur, mais pas tout mélanger. C'est vrai que c'est des techniques anciennes. On peut se dire, les anciens, souvent, ils n'avaient pas complètement tort, mais ils n'avaient pas de canicule, peut-être comme aujourd'hui, et il faut faire un petit peu attention. Voilà. Alors, brasseur d'air, c'est intéressant. Alors là, c'est un diagramme peut-être un peu compliqué pour ceux qui ne sont pas trop scientifiques, mais en gros, vous avez les températures en abscisse et les humidités en ordonnée verticalement. Et il y a une zone de confort, c'est-à-dire que, mettons, entre 20 et 27 degrés, c'est à peu près confortable. Et puis, de l'humidité, peut-être entre 30% et 80%. Et donc, ça vous fait un polygone de confort. Et là, c'est un exemple de chaque point représente 1 heure de calcul. On fait des simulations sur une année. Et on voit qu'il y a des points à l'intérieur du polygone de confort. Heureusement, il y a un certain nombre d'heures qui vont être confortables, mais il y a pas mal de points à l'extérieur. Alors, si on met un brasseur d'air, eh bien, on va augmenter la zone de confort parce qu'on va pouvoir supporter des températures plus élevées ou des humidités plus élevées. Et donc, ça va réduire le nombre d'heures inconfortables. Et c'est là l'intérêt du brasseur d'air qu'on a tous expérimenté, j'imagine. On met un petit ventilateur et on se sent mieux. Hein, voilà. Alors, tout ça, comme le temps passe, je vais conclure. Donc, on a des projections climatiques. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer en 2100, mais voilà, par précaution, c'est bien d'étudier quand on conçoit un nouveau bâtiment ou qu'on fait une opération de réhabilitation, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui risque de se passer avec ces canicules. Et il y a des possibilités d'amélioration. Il ne faut pas oublier les comportements. C'est vraiment très important que les habitants prennent en main leur confort. Malheureusement, sur la ventilation, le problème, c'est souvent le bruit, surtout en Île-de-France. Il y a des dispositifs avec des chicanes anti-bruit qui permettent quand même de faire passer de l'air la nuit. Et on a des techniques qu'on a décrites sur l'amélioration de ce confort. Alors évidemment, la climatisation, elle renforce l'îlot de chaleur, puisqu'on va injecter de l'air chaud vers l'extérieur. Donc, il y a des systèmes aussi qui pompent la chaleur dans le sol ou la restituent au sol, donc qui sont déjà moins impactants sur l'îlot de chaleur. Et évidemment, la simulation, ça va être un outil qui est très utile
parce que même s'il y a des conseils un petit peu qualitatifs, ben, chaque projet a son environnement, chaque bâtiment a son usage, et c'est quand même bien de pouvoir, en fonction de l'environnement extérieur local, du microclimat local, des ombres faites par les d'autres bâtiments, les arbres, etc., de pouvoir prévoir ce qui va se passer de manière un petit peu fine, et donc d'accompagner la conception ou la rénovation des bâtiments par ces outils de simulation. Et je vous remercie de votre intérêt. Merci beaucoup Bruno. On voit qu'on arrive à quantifier, comme disait Erwan, beaucoup d'actions de bon sens en fait dans ce que tu présentes. Et on pourrait y revenir aux questions. Questions que je vous invite une nouvelle fois à poser dans le chat pour ceux qui sont en ligne. Karim, qu'est-ce que vous faites sur la résilience, sur Résilience ? Merci, merci Maxime. Donc je vais très rapidement peut-être prendre un peu de hauteur et faire un retour d'expérience sur des actions que nous menons entre le triptyque recherche fondamentale, innovation et demande opérationnelle de solutions dédiées à l'adaptation au changement climatique. Alors le constat, donc je vais redire un peu ce qui a été dit, mais en illustrant par quelques exemples. Ici, c'est le constat premier que nos villes ne sont pas adaptées aux aléas climatiques et beaucoup, et d'autant plus que ce climat est en train de changer. L'autre point important, c'est qu'il y a vis-à-vis des métiers de la construction et des clients des opérateurs de la construction ou des opérateurs d'infrastructures, des territoires et des villes qui sont de plus en plus stressés par rapport au changement climatique, et ceci a pour conséquence des coûts exorbitants, on le disait tout à l'heure, dédiés à l'adaptation au changement climatique. Quelques exemples, il a été estimé par exemple par la Banque mondiale, juste pour les villes côtières, des coûts de 750 milliards d'euros pour essayer de limiter le risque lié à la submersion marine ou à l'érosion côtière. Le coût également pour les entreprises, estimé pour qu'elles adaptent leurs actifs, leur modèle économique et leurs investissements face au changement climatique, est estimé à plus de 700 milliards d'euros par an. Ça, c'est l'OCDE qui le chiffre. Et enfin, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une tendance depuis 2018 d'une multiplication par 4 tous les 2 ans du coût de la réassurance dédiée à la couverture des risques liés au changement climatique ou en tout cas aux aléas climatiques. Une autre information ici qui paraît extrêmement intéressante, parce que ces points de chiffre vont conditionner les solutions, les objectifs que je vais vous présenter tout à l'heure. Il est estimé, notamment par un certain nombre d'institutions internationales, que le coût dédié à l'inaction face au changement climatique, notamment en termes d'adaptation, représenterait entre 15 et 30% du PIB mondial. Donc on voit bien ici, tout à l'heure, on parlait du revenu à l'échelle d'un agriculteur, estimé à peu près à 10% de pertes par an. À l'échelle mondiale, ça peut représenter de 15 à 30%. Donc on voit bien que quand on parle d'adaptation au changement climatique, il y a aussi pour nous une obligation en tant que structure dédiée à l'accompagnement sur ces sujets, d'arriver à des solutions d'adaptation, mais en essayant de les quantifier et de les chiffrer. Alors, qui se souvient, Résilience est un bureau d'études donc du groupe Vinci qui propose 3 services de manière très simple. On fait du consulting, de la modélisation et de la coordination de projet. Et je vais ici présenter 2 exemples pour illustrer la modélisation et la coordination de projet. Alors, on présente des méthodes assez classiques, hein, donc on ne réinvente pas le fil à couper le beurre. Notre travail se compose en 6 étapes. On fait de l'identification des aléas climatiques jusqu'à déterminer des problématiques ou des impacts pour ensuite essayer d'en déduire des conséquences par des effets dominos pour faire des catégories. Et ces catégories nous permettent ensuite de flécher des stratégies de priorisation en termes d'investissement et d'adaptation au changement climatique pour aboutir à la fin des solutions de prévention et d'adaptation. Alors, pour ce faire, tout à l'heure, on a évoqué des projets de recherche. Bien évidemment, Résilience ne travaille pas seule, elle travaille avec un ensemble d'écosystèmes. Le premier de ses partenaires, c'est sa structure de rattache, Sixsense, qui est une entité de Vinci Construction, avec laquelle nous pouvons bénéficier d'une expertise sur la connaissance des matériaux, la connaissance de la pathologie des infrastructures et des bâtiments, ainsi qu'une connaissance précise du génie civil. Et l'autre second partenaire clé, c'est tout un écosystème d'acteurs dédiés à un accès privilégié de la connaissance des modèles prédictifs climatiques, que ce soit par des mesures spatiales à travers le CNES ou le SCO, qui est le programme des Nations Unies dédié à l'observation de la Terre sur le changement climatique, ainsi que le laboratoire du LSCE, du CEA, dans le cadre du contrat cadre avec Vinci Construction, qui est un laboratoire attaché au GIEC. Et entre ces 2 instances,
structures, nous avons un certain nombre de partenaires, dont le Lab Environnement avec lequel nous travaillons également. Aujourd'hui, donc Resilience a commencé son activité en 2019 de manière opérationnelle et nous avons à date plus d'une 60aine de références réparties dans plus de 36 pays, que ce soit en Asie centrale, dans l'Océanie, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Europe ainsi que dans les Caraïbes. On travaille pour différents acteurs, donc par exemple nous accompagnons des bailleurs de fonds, la Commission européenne, sur des projets dédiés notamment à l'adaptation des bâtiments au changement climatique, la Banque mondiale, nous travaillons également avec des gouvernements, le Maroc, la Dominique, je donnerai l'exemple tout à l'heure, avec des promoteurs immobiliers ou des aménageurs, ou des gestionnaires d'actifs immobiliers comme la Caisse des dépôts que je vais illustrer, des opérateurs de réseau, que ce soit Vinci Autoroute, Vinci Airport ou d'autres opérateurs tels que la SNCF, ainsi que des sites industriels ou des entreprises de la construction. Alors, ici, les exemples que je vais vous présenter sont intimement liés à notre capacité à pouvoir valoriser et utiliser les données du spatial. Premier exemple, c'est celui de notre projet que nous avons expérimenté. Nous avons développé un projet d'innovation avec la Caisse des dépôts pour essayer de modéliser l'impact du changement climatique sur 11 aléas, ainsi que la combinaison et les interactions entre ces 11 aléas sur leurs actifs immobiliers, qui représentent près de 550 000 logements sur l'ensemble du territoire métropolitain et des DROMCOM. L'objectif ici était pour la Caisse des dépôts d'essayer de cartographier l'ensemble de ces actifs et de voir par structure, par fonctionnalité des bâtiments, quel pouvait être impact par impact le coût de dégradation et le coût des dégâts, mais également la capacité à pouvoir identifier des investissements pour réduire un certain nombre d'aléas climatiques, par exemple l'inconfort, la performance énergétique de ces bâtiments, et ce sur l'ensemble du territoire national. Pour ce faire, nous avons utilisé une méthode qui a été présentée par Bruno tout à l'heure, la méthode downscaling, c'est-à-dire que nous avons descendu des échelles de modèles climatiques jusqu'à une résolution de l'ordre de 10 km², et à partir de là, nous avons fait également coupler ces données avec des mesures de terrain. Et donc, tous les bâtiments ont derrière un scope qui nous permet d'évaluer l'impact des aléas climatiques selon des trajectoires et des scénarios climatiques. Mais ce modèle, on l'a couplé avec la politique de développement durable de la Caisse des dépôts, notamment la CDC Habitat, visant une neutralité carbone et une augmentation de la performance énergétique de ces bâtiments. Donc, autrement dit, l'ensemble des choix que nous avons proposés en termes de solutions d'adaptation doivent répondre à cet objectif de réduction des effets délétères des passoires thermiques pour mieux viser les stratégies de rénovation du parc immobilier. Donc, chacune de ces solutions sont bien sûr scorées et à chacune de ces solutions, on y présente avantages, inconvénients, permettant aussi auprès de la Caisse des dépôts d'évaluer ses actifs à risque et de voir à partir de ces risques quelle stratégie d'investissement ou de gestion elle doit opérer à l'horizon 2050 et 2075. Voilà, avec derrière un dashboard permettant d'évaluer le barycentre le plus optimal entre investissement, gain en performance énergétique et risque, par exemple, lié à l'exposition aux aléas climatiques. Deuxième exemple, nous accompagnons sur un projet d'innovation avec le programme des Nations Unies à Ouagadougou qui vise à essayer d'utiliser un maximum les données et les technologies du spatial pour accélérer des innovations de rupture dans les métropoles de l'Afrique subsaharienne afin d'identifier des solutions d'adaptation en lien avec les solutions basées sur la nature, donc les fameuses Nature-Based Solutions, pour réduire un certain nombre d'aléas climatiques. À Ouagadougou, le terrain d'expérimentation, l'objectif est donc d'utiliser toute une méthodologie d'analyse spatiale et d'essayer de croiser des algorithmes qui existent dans d'autres pays, dans des bibliothèques, par exemple, que nous avons réussi à avoir en accès, pour tester sur Ouagadougou quels pouvaient être, en fonction d'un certain nombre d'aléas, donc à Ouagadougou, c'est les inondations, les risques de sécheresse, de stress hydrique, de canicule, bien évidemment, et de poussière de sable. Et l'ensemble de ces paramètres, en plus, viennent s'y ajouter la pollution, de par la croissance urbaine et l'augmentation du nombre de véhicules. À partir de là, nous avons stressé quelles étaient les réponses de la surface et du programme d'urbanisme de Ouagadougou au vu de ces aléas climatiques pour mieux dimensionner les solutions basées sur la nature à travers les données du spatial. Là, quelques exemples de résultats que nous avons menés. Donc, nous avons simulé un certain nombre de situations de biodiversité, quelques choix de végétalisation. Nous avons repris des algorithmes existants sur des réponses spectrales issues de solutions biovégétales, par exemple, dans différents territoires, et de les appliquer, de les reposer sur Ouagadougou et de voir quelles étaient les réponses à ce forçage, je dirais, de solutions.
Voilà, ce projet d'expérimentation sera fini à la fin de l'année, l'été 2022. Deuxième exemple de recherche, toujours en valorisation des données du spatial, nous nous sommes associés avec l'Observatoire spatial des Nations Unies, ainsi que l'Université de Rouen et l'IRD. L'objectif, vous le voyez ici, nous sommes à Saint-Louis du Sénégal. Cette ville est située à même pas 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Cette ville est exposée à la submersion marine, à une érosion côtière de plus en plus intense, et c'est le deuxième pôle urbain du Sénégal. La question qui est posée, doit-on raser cette ville ou doit-on, autrement dit, reconfigurer une planification urbaine en délocalisant tout ou partie de ce territoire? Il faut se mettre à la place de la population locale, fortement rattachée au trait de côte, et qui se voit donc privée d'un lien culturel vis-à-vis du littoral, et parce que la seule alternative qui, pour le moment, est identifiée, c'est de travailler ou de vivre à quelques kilomètres du trait de côte. Donc, il y a des enjeux socio-économiques, des enjeux culturels, et donc nous utilisons un modèle spatial sur lequel nous sommes en train de faire un transfert de technologie avec l'Université de Rouen sur la compréhension des modèles d'érosion côtière dans des zones similaires du littoral français, et de voir comment la connaissance des littoraux français, notamment des littoraux sableux, peut permettre d'accélérer la connaissance et pour appréhender les risques côtiers à Saint-Louis du Sénégal. Ce projet a pour objectif de simuler des processus d'érosion côtière versus des stratégies de délocalisation ou de réaménagement du territoire. Avec, in fine, tout à l'heure on parlait de coûts, notre objectif est de constituer un modèle technico-financier permettant d'estimer le coût du risque, le coût de l'adaptation et finalement la marge de performance dédiée à l'écart, ou en tout cas entre ces deux valeurs. Ce projet a pour objectif, comme celui de Ouagadougou, d'être répliqué sur l'ensemble de la région Ouaka. Ouaka, c'est une zone protégée côtière de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Dernier exemple, c'est un projet que nous avons mené, une expérimentation, ce qu'on appelle un diagnostic de performance résilience avec l'International Finance Corporation, donc qui est le bras armé du secteur privé de la Banque mondiale, pour essayer de tester un projet pilote à la Dominique, premier État ayant inscrit dans son constitution, voulant être le premier État mondial au monde résilient au changement climatique. Je ne vais pas vous refaire le dessin. Les territoires d'outre-mer et notamment les îles des Caraïbes sont confrontés à différents aléas sismiques déjà, volcaniques et également climatiques. Et donc ici, l'idée était de stresser tout le territoire de l'île de la Dominique. Nous avons créé un modèle systémique d'interaction entre toutes les infrastructures, les routes, les bâtiments, les établissements de santé, les sites industriels, l'activité agricole, les liaisons aéroportuaires, pour voir quand l'un de ces systèmes était endommagé, les effets dominos qu'il pouvait avoir sur l'ensemble du territoire. Et ces effets dominos ont été quantifiés. Et à partir de cette quantification, de voir en fonction de scénarios climatiques, les territoires qui devaient être le plus protégés pour y flécher des investissements en termes d'infrastructures. Mais là où il y a un enjeu important, c'est que ce programme a été couplé avec les objectifs de développement durable, tout comme la Caisse des dépôts, sur lequel nous avons matché les stratégies d'adaptation avec l'objectif de la rénovation énergétique des bâtiments. Ici, l'objectif était de coupler les investissements d'adaptation en lien avec les ODD. Voilà. Donc, on aboutit par la suite à un dashboard qui permet de coupler le lien entre stratégie d'adaptation, investissement pour répondre à cette urgence d'adaptation et leur conformité avec des objectifs de développement durable. Donc, je vous laisse là-dessus. Donc, ça, c'est les principaux objectifs que nous avons visés avec eux. Donc, les objectifs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 15 et 17. Donc, presque tous. Voilà. Mais ça, c'est en discussion avec les accords de Paris signés par le gouvernement de la Dominique. Et pour finir, on parlait tout à l'heure de projets de collaboration et de synergie de recherche. Nous travaillons également sur des sujets autour de l'innovation sur comment appréhender et modéliser les îlots de chaleur. Alors, nous proposons un projet d'innovation de recherche, mais qui sera entre autres alimenté par les travaux en cours par les équipes de Erwan et de Bruno Pouportier avec le Lab Environnement. Je vous présente cette solution. Il doit y avoir le son. Le changement climatique actuel renforce l'intensité et la fréquence des événements climatiques extrêmes, parmi lesquels les vagues de chaleur et les canicules.
Ces aléas sont exacerbés dans la ville par les phénomènes d'îlots de chaleur urbains qui se manifestent par une différence de la température de l'air entre une aire urbaine dense et les zones environnantes qui le sont moins. Ces îlots de chaleur conduisent à une augmentation rapide et localisée de la température en zone urbaine, à la surface des sols pendant la journée et dans l'air la nuit. Ce phénomène physique méconnu est généré par plusieurs facteurs déterminants comme la géométrie urbaine, la chaleur générée par les activités humaines et l'absorption de cette chaleur par les matériaux urbains. Ces îlots de chaleur ont des conséquences sur le confort, la santé humaine, la pollution atmosphérique et les stratégies d'aménagement et d'attractivité des territoires. Resilience propose une offre de services et d'ingénierie intégrée. Resilient Island conjugue les stratégies d'adaptation avec les objectifs de développement durable. Nous réalisons des mesures à distance par satellite ou aéroportée pour identifier les îlots de chaleur et de fraîcheur, et également des mesures in situ pour caractériser ces îlots de chaleur et de fraîcheur. Ces données, une fois recueillies, sont analysées et couplées à des modélisations technico-financières qui nous permettent de proposer des solutions efficientes compatibles avec les objectifs de développement durable. C'est pour répondre aux effets cumulés des îlots de chaleur urbains qu'il nous faut repenser les formes urbaines, les cycles de vie des matériaux de construction, des infrastructures et de leurs usages en termes d'adaptation et d'atténuation, en privilégiant par exemple des mesures de prévention et des solutions basées sur la nature, en laissant plus de place à l'eau, à la biodiversité, aux énergies renouvelables, sur le court, moyen, long terme, à l'échelle d'une ville, d'un quartier ou d'un bâtiment. Resilient Island offre un service innovant d'ingénierie intégrée tout au long des cycles de vie des projets. Pour ce faire, Resilience met à disposition une équipe pluridisciplinaire en capacité de répondre à des problématiques complexes en France et à l'international. Depuis le lancement de l'offre Resilient Island, de nombreux acteurs du bâtiment, de l'aménagement et du secteur institutionnel nous font confiance. Voilà, donc c'est un peu une vidéo promotionnelle, mais cette vidéo derrière, il se cache quand même tout un projet de recherche et d'innovation et qui va être en évolution constante et notamment avec l'appui du Lab Environnement. Tous les projets que je viens de vous présenter sont juste un extrait de ce que nous avons réalisé, ce que nous sommes en train de réaliser également et seront présentés lors de la COP26 le 8 novembre 2021. Voilà, et ceci, vous avez le bonjour de toute l'équipe, parce que tout ce travail est un travail collectif, à la fois en interne avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit le Lab Environnement ou les autres laboratoires que je vous ai cités tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Je m'adresse à la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? La première est toujours compliqué à poser. On a quelques questions qui ont été posées en ligne. Je vois Bertrand là, qui est en train d'hésiter. Peut-être la première question pour Justine sur le réseau Adaptaville. En fait, le réseau Adaptaville, si on a bien compris, il vise à encourager la diffusion de solutions de résilience. Est-ce qu'il y a des pistes pour la création de nouvelles synergies pour adresser de façon transverse les différents aléas climatiques? Merci beaucoup pour cette question. Donc, c'est un peu l'objectif de la deuxième facette d'Adaptaville, qui est donc l'animation territoriale, et on essaye donc, comme je le disais, de mettre en place des événements et des groupes de travail qui vont rassembler différentes compétences, des collectivités, mais aussi des entreprises sur des retours d'utilisateurs. Donc là, on va essayer de travailler sur la question des ombrières, mais on veut essayer aussi d'adresser la question des matériaux, mais plus sur, en fait, quels sont les freins et les leviers qu'on a identifiés au sein des collectivités. Par exemple, pourquoi est-ce que à Paris, on ne met pas des matériaux clairs partout? Il y a la question du coût, mais il y a aussi des questions d'entretien, des questions juridiques. Donc tout ça, c'est des enjeux qu'on veut aborder lors de groupes de travail thématiques où on va essayer de travailler ensemble à trouver des solutions. Voilà. Et j'avais aussi une question peut-être plus prosaïque, mais vous avez parlé d'un appel à candidature pour proposer des solutions. À quel type d'acteurs s'adresse cet appel à candidature? Alors, c'est donc des collectivités. Bon, vous avez compris qu'on travaille beaucoup avec eux, mais aussi justement des entreprises.
ou des acteurs de l'innovation qui proposent des solutions intéressantes. Alors, par exemple, sur Adaptaville, on a Bocage Urbain qui a expérimenté plusieurs de ces dispositifs dans les villes et qui maintenant est référencé sur Adaptaville. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui testent des choses nouvelles. Donc, voilà. Enfin, il faut quand même sur Adaptaville que ce soit déjà mis en œuvre et qu'il y ait des résultats un peu concrets. On parle de solutions techniques, c'est ça ? Ouais, solutions techniques, mais justement, vous parliez des usages et des comportements, et c'est vrai qu'il y a énormément d'enjeux à sensibiliser les gens, et ça passe aussi par la mobilisation d'acteurs associatifs, de collectifs citoyens, qui vont là pouvoir sensibiliser les personnes qui habitent les bâtiments, notamment sur fermer ses volets, tout simplement en journée, mais aussi voilà il y a des solutions aussi plus conceptuelles. Donc, vous avez parlé de créer des pièces un peu refuges. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui nous a intéressés, qui a été pensé par une autre ville dans le cadre des villages olympiques. Et c'était une demande, en fait, dans le cahier de prescription environnementale, de mettre en place des espaces refuges au sein des bâtiments, donc bâtiments privés, d'habitation, pour, en cas de crise, avoir un espace qui réponde à différents enjeux. Et justement, toujours pour continuer sur les éléments que vous avez cités, vous avez parlé du PLU bioclimatique de la ville de Paris qui était en cours. Est-ce que c'est ce genre de considérations qui vont être intégrées dans le PLU, par exemple sur le confort d'été ? Alors, le confort d'été, c'est un gros enjeu pour ce PLU qui est vraiment en cours d'élaboration. Ça dure plusieurs années. Il y a des phases de concertation très importantes avec les citoyens, mais aussi avec énormément d'acteurs qui travaillent avec la ville de Paris. Et oui, le confort d'été, c'est vraiment un gros enjeu puisque c'est aussi un enjeu de précarité à Paris dans la rénovation des bâtiments et sur lequel on veut vraiment travailler. Et, j'étais très attentive aussi aux recommandations données sur comment rénover les bâtiments. Il y a énormément de copropriétés sur le territoire parisien. L'Agence parisienne du climat travaille justement sur des dispositifs d'accompagnement des copropriétés avec Coach CoPro et du conseil, des conseils gratuits à tous les propriétaires qui souhaitent se renseigner sur les aides existantes et donc on facilite un peu la mise en relation entre les experts, les bureaux d'études. Et en fait, c'est un travail de longue haleine parce que dans les copropriétés, il y a plusieurs propriétaires et du coup, c'est très long à mettre en place, mais il y a beaucoup de projets qui sont bien heureusement enclenchés. On a une question dans la salle, donc je vous invite à parler dans le micro jaune. Bonjour, vous présentez. Bonjour, Naïma. Donc, je m'adresse à Justine et la question est redondante avec ce que vous venez de dire. Concernant les syndics de copropriété, justement, concernant tout l'habitat et le parc habitat en région parisienne notamment, tout ce patrimoine immobilier, est-ce que vous les mettez à contribution dans vos recherches, en tout cas sur vos travaux, de manière à améliorer l'habitat, puisque les syndics sont les premiers interlocuteurs avec les propriétaires, et notamment en termes de coûts, pour pouvoir effectivement adosser à ces habitats soit du photovoltaïque, soit de la végétalisation, etc. Puisque la notion de coût est un sujet et la réglementation immobilière qui a changé au 1er juillet 2021 vient compliquer, on va dire, ce marché. Oui, alors en fait, il y a un pôle habitat à l'Agence parisienne du climat qui travaille justement avec tout cet écosystème. Donc, on organise des rencontres pour faciliter les discussions, etc. Et aussi des ateliers de sensibilisation auprès justement aussi des syndics qui font bien évidemment partie du public auquel on parle. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu de sensibilisation parce que il y a cette question du coût. On voit pas forcément au début l'intérêt à l'heure actuelle, la rénovation des bâtiments, c'est intéressant aussi parce qu'on réduit la facture énergétique. Mais du coup, il faut aussi se dire que ça peut permettre d'améliorer notre bien-être. Et pour l'instant, on voit des pics de chaleur à Paris et des fois, c'est pas très confortable, mais on n'arrive pas à se dire que ça va être vraiment systématique
Donc il y a un gros enjeu de sensibilisation sur lequel on travaille, notamment aussi sur la végétalisation des cours d'immeubles, qui est un des axes sur lesquels on souhaite travailler à l'Agence parisienne du climat. Petite question pour Bruno, qui fait le lien avec ce qu'on est en train de se dire. Quels sont les leviers pour encourager les usages vertueux du bâtiment? Ces leviers sont-ils adaptés au profil des usagers? Moi, je suis... je ne vais pas dire que je suis surpris, parce que c'est vrai qu'on imagine que ça a un impact fort, le comportement, mais c'était vraiment marquant, le facteur 8 que tu as montré là, sur les maisons. Du coup, je vais peut-être aussi compléter la question avec est-ce que les normes, les réglementations qui sont actuellement en cours dans le bâtiment sont compatibles avec le bon usage du bâtiment? Est-ce qu'on prend en compte le fait qu'un bâtiment doit être bien utilisé dans la conception des projets actuellement? Oui, alors bon, il y a deux parties dans ta question. On a fait des mesures dans des logements HLM à Montreuil, donc près de Paris. Justement, la rénovation a eu lieu en 2002. Et la mesure a eu lieu en 2003, c'était l'année de la canicule. Et effectivement, il y avait un nombre d'acteurs qui nous avaient dit c'est très bien d'avoir isolé pour l'hiver, mais alors l'été, là, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, c'est là qu'on s'est aperçu que l'isolation nous protège du chaud, mais à condition que les gens aient le réflexe de ventiler la nuit et de fermer les stores. On s'est rendu compte dans nos mesures que la plupart des familles faisaient ça assez naturellement. C'est-à-dire que les comportements n'étaient pas toujours vertueux en hiver, parce qu'il y avait beaucoup de familles qui venaient d'Afrique ou autres, qui avaient l'habitude d'ouvrir leurs fenêtres presque tout le temps, en tout cas une bonne partie de la matinée, et on s'est rendu compte qu'effectivement, avec les mesures, on voit tout de suite, quand les gens ouvrent la fenêtre, la température descend. Par contre, en été, il y avait moins ce problème de comportement, et donc je pense que en fait, les gens vont ressentir l'inconfort qu'ils ont généré s'ils n'ont pas le comportement qu'il faut. C'est peut-être plus facile de sensibiliser pour l'été que pour l'hiver. Enfin, je ne sais pas, il faudra que les sociologues peut-être travaillent la question, mais c'est un peu mon impression. Après, la deuxième partie de la question, c'était sur les aspects de réglementation. Alors, c'est vrai que sur l'hiver, là aussi, on a un modèle très vertueux des comportements, puisqu'on est censé chauffer à 16 degrés pendant toute la journée et à 19 la nuit dans le calcul réglementaire, ce qui n'est pas du tout en fait ce qu'on constate dans les mesures. Et donc ça sous-estime les besoins de chauffage. Alors comme ça, l'administration est très contente. Regardez comme on est bon en France, on ne consomme pas beaucoup d'énergie. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Sur l'été, là, il y a aussi cette problématique des zones de bruit qui est réelle. Là, ce n'est pas la faute de la réglementation, c'est bien réel. Je pense qu'il y a des développements technologiques qui seraient à faire pour concevoir des systèmes de ventilation nocturne qui, à la fois, protègent du bruit. Il y a des ouvertures, des bouches d'aération avec des chicanes anti-bruit, mais ce n'est pas encore assez développé. Je pense qu'il y aurait matière à améliorer s'il y a des startups ou des start-upers dans l'auditoire. Je pense que là-dessus, ce serait on manque de ces technologies-là, à mon avis, et de leur maîtrise par la maîtrise d'œuvre dans les bâtiments. Merci. Il y a une question pour Erwan. Erwan, dans les espaces fortement artificialisés, les possibilités de végétalisation sont-elles suffisantes pour avoir un impact sur la régulation de la température? Alors, je vais essayer de répondre, mais j'ai